à Micro-Info. Cette semaine, au programme, nous allons parler de jeux de stratégie, de logiciels de dessin, mais on commence sans tarder avec M. Jean Simoneau, représentant pour la compagnie Epson au Québec. Bonjour, M. Simoneau. Bonjour, François. Depuis quand existe la compagnie Epson? La compagnie Epson a été établie en 1961 par la compagnie Seiko. Et en 1961, le premier mandat d'Epson était de fabriquer un mécanisme d'impression et des pièces aussi pour les montres, des pièces très miniatures. Là. Et puis, ce mécanisme-là a été utilisé pour les Olympiques de Tokyo en 1964. OK. Quel produit a vraiment mis Epson sur la carte? C'est les imprimantes. C'est les imprimantes. Avec les mécanismes d'impression, de là est venu les imprimantes qu'on retrouve aujourd'hui. Ça, c'est en 1978 qu'il y a eu la première matricielle sur le marché, qui était la TX80. À part les imprimantes qu'on connaît bien, quel autre produit, quelle gamme de produits vous distribuez? Epson fabrique beaucoup de différents produits, beaucoup de technologies, genre les liquides cristal. Les liquides cristal qui sont utilisés pour, comme les téléphones cellulaires, les pagettes, ils ont tout un petit liquide cristal dessus. C'est tout du Epson pour la plupart. C'est plus de 75 à 80 % du marché mondial. Il y a également les lecteurs de disquettes. La plupart des manufacturiers, dans leurs ordinateurs, utilisent des lecteurs de disquettes Epson. Il y a des scanners. Il y a également des projecteurs et des caméras. La caméra photo PC, dont nous allons parler tout de suite. Vous fabriquez aussi des portatifs et toute une base de cartes des PCMCIA. ordinateurs, des portatifs, des cartes PCMCIA. Les imprimantes de caisse, je sais qu'on parle d'imprimantes, mais aussi il y a beaucoup de gens dans les restaurants, les hôtels, souvent les imprimantes qui donnent les reçus sont pour la plupart des imprimantes Epson. Justement, cette caméra photo PC que je tiens dans les mains, est-ce qu'elle fonctionne comme une vraie caméra? Pour ce qui est de prendre la photo, c'est comme une 35 mm standard, sauf que c'est une caméra digitale et donc c'est une caméra qui n'a pas de film. Il n'y a pas de développement à faire. C'est des photos, des images qui sont capturées et sauvées en mémoire dans la caméra afin de pouvoir les amener à l'ordinateur et rajouter du texte ou imprimer des photos. Est-ce qu'elle a des limites, par exemple, je ne sais pas, au foyer, au champ, par rapport à une vraie caméra? Ces limites sont, par exemple, on prend une photo de 2 pieds à l'infini. On ne peut pas prendre une photo comme une photo de texte. Donc à moins de 2 pieds, là? C'est de 2 pieds à l'infini. La lentille, c'est comme une 35 mm standard. Si on veut un grand angle, c'est des lentilles qu'on appelle pour les vidéocams. Les filets sont déjà installés sur la caméra. Donc, on pourrait mettre une lentille par-dessus, grand angle qui se rajouterait sur la caméra. Quand on prend une photo, le fichier sauvegardé, est-ce qu'il est gros? Parce que des fois, avec un scanner, ça peut prendre 6 à 8 MB, même plus. Même plus, oui. L'avantage, c'est que c'est tous des fichiers standards, des JPEG compressés. Donc, c'est seulement que c'est environ 50 K par photo que la caméra nécessite pour garder en mémoire les images. Donc, c'est plusieurs images. Par exemple, en haute résolution, sur un meg, on peut mettre 16 photos et 32 photos en résolution plus basse. Est-ce qu'on pourrait rajouter de la mémoire pour avoir plus de photos à stocker? La caméra, on a 2 modules qu'on peut rajouter, soit un module de 2 MB ou un module de 4 MB. Ces modules-là, si on rajoute le 4 MB additionnel, à ce moment-là, on peut monter jusqu'à 160 photos sur la caméra. Et sans tenir tous ces films, puis les chercher. Exactement. Puis je suppose, une fois que le film est dans la caméra, si on a pris une photo qui ne convient pas, on peut l'effacer. On peut l'effacer à partir de la caméra ou à partir du logiciel qui vient avec la caméra. Justement, parlons du logiciel. On pourrait prendre une photo puis voir comment ça marche? Absolument. C'est pas plus compliqué que de juste s'ajuster. Je vais servir de cobaye. Puis là,
On pèse sur le flash. Lorsqu'on le pèse, c'est parce qu'elle est en attente. Là, on pèse une autre fois. Puis là, ça va déclarer. Puis la photo est prise. Bon, j'avais la bouche ouverte, je suppose. Et là, dans le programme, la seule chose qu'on a à faire, c'est qu'on met toutes les photos dans la caméra. Un coup que la caméra, elle est à son maximum, étant donné, mettons, 1 meg, on a 16 photos en haute résolution ou 32 photos en plus basse. Là, ce qu'on a à faire, c'est seulement brancher un fil au port série d'un ordinateur ou un portatif. On n'a pas besoin de rajouter une carte spéciale. Donc, c'est n'importe quel ordinateur qui peut accepter des photos. Que ce soit le COM1 ou le COM2. Oui. Présentement, à l'écran, on voit le programme. Alors, comment on saisit la photo qu'on vient de prendre? On a juste à pointer la caméra. OK. À ce moment-là, on sélectionne, dépendant ce qu'il y a d'installé, photo PC. Là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des thumbnails. C'est des petites images de toutes les photos qui sont installées dans la caméra déjà. Ça veut dire que là, il y a 4 photos qui avaient été prises. Nous, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner le numéro 4, ou, par exemple, c'est la dernière photo que j'ai prise. Fait qu'on sélectionne 4 en cliquant dessus, la photo, une fois. Juste cliquer dessus. OK. Là, on rajoute ça à l'ordinateur qui est dans le bas. On ajoute à la galerie. C'est ça. On crée une galerie. Ça, c'est la date. La caméra donne la date la date qu'on a pris la photo. Là, à ce moment-là, le transfert prend environ 50 secondes pour une photo de haute résolution. La moitié du temps pour une photo en basse résolution. Bon, c'est la photo, c'est le résultat. Pas terrible. Je suis pas terrible. La résolution est bonne. Oui, très bonne résolution. En haut, on a des outils qui permettent, je suppose, de travailler la photo. On peut travailler la photo, on peut agrandir, faire un peu un genre de nettoyage. Mais ce qui est intéressant, c'est que la caméra utilise des fichiers JPEG. C'est des fichiers qui sont standards. Le transfert se fait par Twain. Donc, c'est pas un fichier propriétaire à la caméra. Donc, à ce moment-là, on peut l'amener dans n'importe quel logiciel, Photoshop, pour avoir un outil vraiment professionnel pour faire des beaux montages. Elle se détaille autour de quel prix, cette caméra? Cette caméra-là est environ 750 $ avec le logiciel, les câbles et prêt au Puis justement, ce que je me demandais tout à l'heure, une petite question banale. Bon, on a vu qu'il faut brancher le câble, transférer les données. Est-ce que ça veut dire qu'on peut se promener n'importe où avec la caméra, comme aller en voyage? Oui, absolument, c'est ça. La caméra, c'est qu'on peut se promener partout. On n'a pas à être branché à l'ordinateur pour prendre des photos. La seule limite, c'est le nombre de mémoire qu'il y a à l'intérieur de la caméra. Donc, si on prévoit avoir besoin de faire plusieurs photos avant de transférer, parce qu'il ne faut pas oublier que aussitôt que j'ai pris les photos, j'ai juste à les transférer à l'ordinateur après. Et ça fonctionne sur quelle pile? C'est des piles standards 2A. Puis, on peut aussi rajouter un adapteur pour le brancher dans le courant. OK. Monsieur Simoneau, je m'excuse, mais c'est tout le temps dont nous disposons. Je vous remercie. On n'a pas eu le temps de parler de vos imprimantes et de vos scanners. Est-ce que vous pourriez revenir la semaine prochaine pour nous en parler? Un grand plaisir. Merci, Monsieur Simoneau. On s'amuse dans quelques instants avec Yves Rochefort. Bonjour Yves. Au menu, on a de fabuleux jeux de stratégie aujourd'hui. Oui, excellent jeu de stratégie aujourd'hui, François. On commence par quel jeu? On va commencer par Spycraft de Great Game par Activision. C'est un jeu de quel genre? C'est un jeu qui combine action et stratégie. C'est un jeu d'intrigue, d'espionnage. Il y a 2 hommes qui ont dirigé 2 des plus grandes agences d'espionnage au monde, la CIA puis le KGB. C'est 2 anciens directeurs, en fait, qui ont participé à la création de ce jeu-là. Le scénario... Il repose sur quand même un auteur solide. Oui, Tom Clancy a créé un roman sur ce jeu-là. Puis en tant que tel, le jeu, comment ça se passe? Bon, vous assumez le rôle d'un agent de la CIA après la guerre froide. Le joueur est plongé dans un scénario à moitié réaliste, à moitié fiction. Puis, tous les événements sont adaptés aux situations qu'on retrouve aujourd'hui dans le monde. D'ailleurs, à ce sujet-là, tu peux même aller avec le jeu sur Internet, puis downloader des scénarios, comme le scénario qui oppose actuellement les États-Unis à la Chine. Ah, c'est comme des scénarios supplémentaires? C'est ça, ils rajoutent ça, puis c'est vraiment des scénarios réalistes.
Puis le joueur, lui, il doit faire des choix. Puis il doit assumer ses responsabilités face à ces choix-là. Donc le joueur, pour aller chercher de l'information, peut utiliser n'importe quelle méthode, la torture ou même la tuerie, s'il veut. Puis graphiquement, qu'est-ce que ça dit comme jeu? Graphiquement, c'est un jeu qui a au-dessus de 80 séquences vidéo. Donc, il y a un bon tournage en arrière de ça, un bon support vidéo. Il y a au-dessus de 400 photographies également qui sont dans le jeu. D'ailleurs, ces photographies-là sont des photographies qui viennent des archives de la CIA. Okay. Puis pour ce qui est du son, il paraît que ça repose vraiment sur une compagnie exceptionnelle qui ont produit les sons. Oui, bien, les effets sonores sont réalisés par la compagnie Sound Deluxe, qui ont été gagnants d'un Academy Awards. Pour leur réalisation? Pour leur réalisation. Il y a quelque chose que je me posais quand je regardais le jeu. Ça se passe dans les bureaux de la CIA assez souvent. Est-ce qu'ils ont vraiment tourné, ont-ils eu une autorisation pour tourner dans les bureaux de la CIA? Non, ils n'ont pas eu d'autorisation. Ce qu'ils ont été obligés de faire, c'est qu'ils ont été obligés de recréer les bureaux de la CIA. Ils ont engagé une équipe de 60 individus. Ils ont fabriqué plus de 40 décors, puis ils ont tourné au-dessus de 19 jours à l'intérieur de ces décors-là. C'est dans les studios de Dos Carlos à Los Angeles. OK. Maintenant, on va passer à un autre jeu qui est Civilization 2. Civilization 2 par Microprose. Civilization 2, qui est un jeu de stratégie, de la pure stratégie, qui est basé sur le jeu Civilization qui est sorti en 1991. Le célèbre jeu Civilization qui avait remporté tant de prix. Beaucoup de prix. Est-ce qu'il est vraiment à la hauteur du premier? Oui. La compagnie a vraiment écouté les fanatiques de Civilization 1 qui leur ont dit on aimerait avoir telle et telle amélioration. Ils les ont écoutés, ils les ont mis dans le jeu, ce qui fait vraiment le jeu Civilization suprême. OK. Pour ce qui est des nouveautés, c'est quoi? Ben, avant, on va voir peut-être le fonctionnement un peu plus du jeu. Oui, bien dans le jeu ceux qui ne connaissent pas le premier. Oui, si on regarde un peu si on peut décortiquer le jeu, là, à l'intérieur du jeu, tu trouves à commander des armées, tu dois défendre et conquérir des territoires, tu déploies des variétés de troupes, équipements et technologies, dont des archers, des fantassins, des éléphants, des bateaux croiseurs ou des avions de chasse même, tout ça à travers le temps. Tu négocies avec les empires adverses. Donc, tu peux déclarer la guerre, faire la paix, puis créer des alliances. Tu contrôles la technologie, donc tu peux diriger l'évolution de ton empire. Tu construis des merveilles du monde, donc comme la Tour Eiffel ou tous les sites importants dans le monde. On influence le cours de l'histoire, dans le fond. Tu peux même influencer le cours de l'histoire, bon. Maintenant, pour en revenir à ces nouveautés, qu'est-ce qu'ils ont incorporé? OK. Ils ont incorporé un système diplomatique amélioré. Donc, tu peux avoir des alliances coopératives, des limites territoriales, des accords de cessez-le-feu, puis de même ta réputation personnelle qui entre en ligne de compte. Tu as des systèmes de combat plus complets. Tu as différents niveaux de puissance de feu, des ports de mer, même des aéroports qui ont inclus dans le jeu. Tu peux également retrouver un niveau de difficulté plus élevé encore que le plus dur qu'il y avait la dernière fois. On aurait pu l'appeler impossible, dans le fond. Donc, c'est un jeu à conseiller pour les fanatiques du genre. Yves, on te remercie. On rappelle qu'on peut toujours te rejoindre au CompuCentre, aux différents CompuCentres de Place Laurier et aux Galeries de la Capitale. La semaine prochaine, on devrait parler de quel jeu? La semaine prochaine, pour les amateurs, pour les Trekkies, on va voir le nouveau jeu Star Trek Deep Space Nine. Puis un excellent jeu style Myst, Queen's Reich, Promised Land. Merci Yves. Dans quelques instants, on profite des conseils de Ghislain Lévesque. Bonjour Ghislain. Nous avons décidé de rendre cette chronique encore plus accessible. On va prendre un exemple. Il y a des gens souvent qui arrivent et disent qu'ils ont un ordinateur qui a 200 MB, puis ils confondent les MB RAM avec les MB du disque dur. C'est quoi la nuance qu'on doit apporter? C'est deux choses vraiment distinctes. Premièrement, la MB RAM ou la mémoire vive, c'est l'espace de travail. Moi, je compare ça souvent à l'établi d'un menuisier. Donc, si j'ai 8 MB de mémoire vive, donc j'ai donc 8 MB pour faire tourner les programmes. Tandis que la mémoire de disque ou de stockage ou sur disquette, c'est là où on va emmagasiner les logiciels qu'on va utiliser dans la mémoire vive. D'accord. C'est quoi les différentes unités de mesure, là? Dans les unités de mesure, j'ai fait un petit graphique. Ce qui est important de savoir, c'est que si je prends un mot, par exemple, de 5 lettres, 5 caractères, je vais utiliser 5 octets. Alors, le terme anglais de ça, c'est des bytes. C'est un terme qui est très utilisé.
Si par la suite j'ai 1024 caractères ou 1024 octets, je vais utiliser 1 K ou 1 kilo-octet. Alors c'est la même chose pour les 1024 K pour 1 meg et 1024 meg pour 1 gigaoctet, qui est souvent utilisé maintenant pour les disques rigides. Donc le standard pour un disque dur, c'est environ 850 meg à 1 gig. Pour la mémoire, on parle de quoi? Alors minimum requis, c'est 8 meg, mais on propose de plus en plus d'aller à 16 meg de mémoire vive. Justement, ces temps-ci, le prix de la mémoire a chuté considérablement. Ça nous a vraiment pris de court, alors les gens devraient en profiter. Ghislain, si on veut te rejoindre pour avoir plus d'informations, plus de conseils, où on peut te rejoindre? On peut me rejoindre chez Conforme au 621-0109. Merci, Ghislain. Dans un instant, on commence notre analyse de Corel Draw 6 avec Luc Fortin. Bonjour, Luc. Bonjour. Corel, c'est une très grosse compagnie. D'ailleurs, Compagnie canadienne. Ils ont acheté en plus WordPerfect récemment. Puis on va analyser aujourd'hui leur produit le plus populaire qui est Corel Draw 6. C'est quoi cette suite? Bien, CorelDRAW est un ensemble de logiciels composé de 5 gros morceaux. On parle de CorelDRAW, qui est un logiciel d'illustration et de mise en page. On parle de Corel PhotoPaint, qui est un retouche de photos et création de bitmaps. Corel Dream, qui est une modélisation et rendu 3 dimensions. Motion 3D, qui est un logiciel d'animation. Et aussi Presentation, qui est un logiciel de présentation multimédia. L'une de leurs forces, c'est vraiment d'avoir un clip art vraiment très exhaustif. Ils ont beaucoup d'images qu'on peut Énormément. présenter. On parle d'au-dessus de 25 000 images dans la version CorelDRAW 6. Alors, on a un livre comme celui-là ici qui contient toutes les images en couleur et c'est des images de très haute qualité. Donc, on peut l'utiliser n'importe où. Aussi, le droit est déjà acquis, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec comme présentation. On commence par analyser le logiciel Corel Draw 6. Oui, CorelDRAW 6, qui est un logiciel, comme on parlait tantôt, d'illustration et de mise en page. Alors, présentement, on tombe dans le logiciel ici. Si on veut créer une image, on clique sur « Créer ». On a ici notre page à l'écran, donc on peut faire ce qu'on veut avec. Une des options qu'on a, justement, est de pouvoir importer des images. Alors, ici, je vais dans le logiciel pour aller chercher des clip art. Et on choisit tout simplement une section, donc exemple « Computer », celui-là ici, exemple. Et On peut les prévisualiser, oui. Exactement. Donc, on peut voir chaque clip art, voir qu'est-ce qu'ils ont l'air avant de les importer, parce qu'il y en a qui peuvent être très gros, on peut être des images ou n'importe quoi. Alors, on a le clip art ici, et là, on peut jouer avec. Donc, je peux l'agrandir, je peux le grossir comme ça ici. Aussi, je peux en faire une rotation, donc je peux le tourner dans les sens que je veux avoir sans aucun problème. C'est très simple. C'est très facile à travailler, et on a toujours la fonction annuler qui peut nous rapporter au début. Bon. Alors, je peux le tourner, l'étirer, le ramener dans n'importe quelle forme que je veux avoir. Si maintenant, je voudrais, je sais pas, enlever le fond bleu en arrière, est-ce que je pourrais? Complètement, on dissocie l'image et de là, on peut enlever des morceaux. Alors, comme ici, la section bleue, je l'enlève. La section rouge, brune et lettre, je l'enlève. Et, oh, il y a une section noire en arrière, on l'enlève, c'est ça. Donc, on avait plusieurs couches de produits et tout ce qu'on a à faire après, on le rassocie et on peut jouer avec comme un seul et unique bloc de programme. Maintenant, ici, on peut continuer à faire de l'édition. Alors, l'avantage qu'on a avec CorelDRAW, c'est de faire des animations, des photos très simples avec surtout un fond. Comme ici, on prend, exemple, je ne sais pas, un dégradé de couleur rouge et exemple bleu. Et je peux ensuite le prendre, mettre dans l'exemple dans un angle que je voudrais avoir et de là faire une forme. Alors, exemple, je ne sais pas moi, un beau cercle, comme ça ici, rouge sur bleu. Et vous voyez que ça n'a pas été vraiment très long à faire. Je peux ensuite le placer, exemple, ici. Une autre forme qu'on pourrait faire, avec un autre dégradé, exemple ici, je peux, exemple, me mettre sur un élément bitmap. Alors, tout ce que j'ai à faire, je fais mon propre bitmap et je peux le coller sur un élément que j'ai fait. Alors, exemple, je prends celui-là ici, tout simplement, et je vais faire une autre forme avec ça, exemple, un beau carré. Alors, on a le carré qui est fait automatiquement. Et ça, n'importe quel bitmap peut être utilisé. Aussi, on peut prendre un élément textural, exactement. Donc, on a déjà des textures qui sont faites à l'intérieur. Il y en a des millions qui sont faites. On peut les modifier nous autres mêmes. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs ici. Un que j'aime bien, ce sont les gouttes d'eau qu'on peut mettre 2, 3, 5, 20 gouttes avec une hauteur différente. On a ici des flammes, donc comme si on avait du feu. Donc, supposons que je prends mes 3 gouttes, vous avez qui ont changé. Et là, je fais une forme quelconque, exemple, un polygone de plusieurs formes, 5 côtés exactement. Alors, mon polygone est fait avec ça. Ensuite, nous avons les zooms. Donc, on peut approcher un objet pour ensuite aller le modifier de très près. Exemple, vous voyez qu'on est capable de se rapprocher très près ou de reculer tout simplement. Alors, c'est très simple à faire. Est-ce qu'on pourrait aligner, mettons, tous nos objets d'une façon On les sélectionne comme ça ici et on dit, parfait, je veux les aligner. Donc, on sélectionne le menu d'alignement et je dis, c'est
Ici. Ici, aligné. Alors, tout ce qu'on a à faire, on choisit la forme d'alignement. Donc, exemple, on les aligne à gauche, on les aligne au centre ou à droite, avec aussi... Ça, c'est horizontalement. Et verticalement. Donc, je peux, exemple, les centrer carrément les trois, un par-dessus l'autre, comme ça ici. Et les trois vont venir se placer tout simplement comme ça, que je vais pouvoir bouger ensuite. Et voilà, c'est appliqué. Donc, mes trois éléments sont un à côté de l'autre. Alors, je peux me rapprocher, exemple, pour aller voir là, de quoi ça a l'air. Une autre chose qu'on peut faire aussi, c'est un alignement magnétique. Donc, je peux choisir, exemple, un objet comme celui-là ici et venir l'aligner magnétiquement sur ma barre. Donc, ce qu'il va faire aussi, qu'il va se rapprocher, ça va le coller. Donc, au lieu de faire de l'alignement à l'œil, on colle une ligne et tout simplement, on a juste à ajuster nos choses. Donc, c'est très, très simple à faire. D'accord. Maintenant, on va regarder le logiciel de retouche de photos et de création de bitmap qui est PhotoPaint 6. Corel PhotoPaint 6, oui, qui est un logiciel de retouche de photos et de création bitmap. Donc, c'est un logiciel qui est très, très puissant et qui nous permet de faire de l'édition de photos. Si on commence ici avec l'édition de photos, on va tout simplement chercher une image quelconque, n'importe quelle. Qui est sur le CD de Clipart. Sur le CD de Clipart, justement, de CorelDRAW. Et exemple, bon, on parle ici d'un ours. Alors, l'ours, on attend qu'il se rouvre, oui, OK. Alors, ici, j'ai mon ours. Et exemple, moi, le fond bleu, je ne l'aime pas, je voudrais en avoir un plus beau. Alors, tout ce que je peux faire, c'est tout simplement d'essayer d'enlever le fond bleu. Donc, comment on fonctionne? On va fonctionner par masque. Donc, tout ce que je peux faire, c'est soit de prendre un masque comme ça et d'enlever mon ours, sauf qu'il va toujours me rester des petits contours partout. Donc, il y a un élément magique qui s'appelle la baguette magique qui va me permettre seulement de sélectionner, exemple, le bleu. Okay. Alors, vous voyez que le bleu a tout été enlevé ici. Donc, au lieu de l'effacer à la main, là, on fait un masque. Carrément, carrément. Mais aussi, je peux jouer à la main, comme ça, ici, j'ajuste la roche, ou je peux le faire carrément à la main si la baguette magique n'a pas été assez précise. Okay. Là, t'as oublié en dessous de l'autre. Oui, il reste entre les pattes, fait qu'on va aller faire ça. Clic, tout simplement. Ah, okay. Donc, ensuite de ça, ce qu'on peut faire, c'est visualiser la partie qu'on a pris. Donc, il met en rouge qu'on pourrait théoriquement enlever. On voit qu'il y a des petits ajustements à faire ici, mais on va faire ça quand même assez vite. Donc, on enlève la partie de priorisation. Donc, ensuite, on ouvre une autre image, n'importe quoi. Exemple, ça ici, les nuages. Ça irait bien dans le décor. Oui, on a changé, exemple, l'autre n'avait pas de nuages. Et on pourrait tout simplement coller l'ours comme ceci devant l'écran. Et là, je peux l'agrandir ou la rapetisser au format que je veux avoir pour placer, exemple, l'ours dans l'image comme je veux l'avoir. Est-ce qu'on pourrait combiner maintenant les deux images pour que ça fasse une seule image? Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on combine les deux images ensemble et ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir une seule image qui va avoir été modifiée. Donc, vous avez vu que ça n'a même pas pris 30 secondes et on était capable de mettre deux images ensemble. Faire quelque chose de pas pire. Mais quelque chose de vraiment bien. C'est la combinaison des Exactement. Images. On combine les deux éléments tout au fond et on a simplement une seule image qu'on pourra ensuite exporter n'importe où ou tout simplement imprimer. On peut aussi faire beaucoup de sortes d'effets spéciaux. Hein? Bien sûr, Corel PhotoPaint nous permet justement, d'exemple, changer des sons. Donc, exemple, si je veux faire zigzag, je vais prendre exemple le milieu ici. On va faire un aperçu de la fonction zigzag et vous voyez que ça vient comme croche à l'intérieur. Donc, on voyait plus ou moins d'effets. On peut tout simplement faire ça avec toutes les photos qui sont à l'intérieur. On a d'autres effets ici. Exemple, l'effet, je ne sais pas, moi, on va essayer celle-là, exemple, changement des couleurs. Donc, je pourrais, exemple, changer mes couleurs à l'intérieur pour avoir, exemple, plus de bleu ou moins de bleu. Vous voyez ici le contraste. Donc, je peux avoir beaucoup de contraste à l'intérieur de mes photos si j'ai jamais besoin de contraste. On peut aussi faire tout simplement un négatif. Donc, si, exemple, vous avez un scanner qu'on peut jumeler avec PhotoPaint, scanner un négatif, vous pouvez le ramener en positif sans avoir à faire développer la photo que vous avez. Combien coûte environ la suite CorelDRAW 6? La version complète coûte environ 799 $, mais par contre, il y a beaucoup de mises à jour. Exemple, les gens qui avaient 3 peuvent passer de 3 à 6 ou de 5 à 6 pour un prix beaucoup moindre. OK. Puis aussi, justement, la version 3 est encore très populaire parce que le prix est vraiment pas cher. Et présentement, c'est ça, c'est 80 $ et ça coûte moins cher d'acheter la mise à jour 3 à 6 et d'acheter 3 que d'acheter la suite complète de 6. OK. On va poursuivre la semaine prochaine l'analyse de CorelDRAW 6 plus en profondeur. Exactement. Le printemps vient à peine de s'installer que déjà sur Internet, vous pouvez consulter des sites où on répertorie des cabanes à sucre au Québec. Alors, ça fonctionne selon les régions. Si on va dans la région de Lanaudière, par exemple, vous aurez la liste des cabanes à sucre et les adresses, numéros de téléphone, coordonnées de ces sites-là. Alors, si vous voulez aller vous sucrer le bec et vous ne savez pas quel endroit aller visiter, vous pouvez consulter ce site. Un autre site intitulé le guide Info Québec et le sirop d'érable
contient plusieurs ressources sur notre produit national, le sirop d'érable. Vous pouvez avoir la liste des produits avec une description, bien sûr. C'est sûrement pratique pour les étrangers qui, à l'extérieur du Québec, veulent se renseigner sur nos produits. Vous avez aussi un historique et des recettes d'une tarte au sirop d'érable, alors très calorifique. Aussi, on y explique les méthodes de fabrication. L'été s'en vient à grands pas, c'est le temps de préparer vos jardins et surtout d'y penser. Un site conçu par un Ontarien s'appelle le Jardin Cybernautique. Dans ce site, vous trouverez une section où il vous conseille comment préparer vos semis avant de les planter là, à l'extérieur. Un des liens qu'il indique, c'est celui de la page de Time Life, l'encyclopédie électronique des plantes, arbres et arbustes. Elle regroupe environ 3000 espèces. Vous pouvez faire une recherche par nom, comme ici, on va chercher les crocus. Et on aura une série de plantes qui vont apparaître. On en choisit une parce qu'il y a plusieurs espèces, bien sûr. Et vous aurez une image de la plante la plupart du temps avec une description, des conseils, comment s'occuper de ces plantes-là, pour pas qu'elles dépérissent ou comment les planter, quel type d'arrosage, éclairage, etc. Un dernier site serait celui de GardenNet qui contient plusieurs ressources sur le jardinage en général. C'est en anglais. Vous avez aussi un magazine qui contient plusieurs conseils sur le jardinage en général. C'est déjà tout pour cette semaine. Je vous rappelle que l'émission Micro-Info est en première diffusion le vendredi à 20h et en reprise toute la semaine. Si vous désirez consulter les sites web que nous avons mentionnés lors de notre chronique Internet, rendez-vous sur notre site web dans la section sommaire de l'émission et vous trouverez toutes les adresses mentionnées. Vous pouvez toujours nous envoyer du courrier électronique pour nous faire part de vos commentaires. À la semaine prochaine.